Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à l'équipe de la région qui nous a rejoints aussi également, et bonjour à tous celles et ceux de Normandie qui viennent nous rejoindre cet après-midi, où nous allons parler des coûts de la formation multimodale. Donc, un sujet, j'ai presque envie de dire un marronnier, c'est un sujet qu'on pourrait reprendre assez régulièrement, mais dont on s'aperçoit qu'il a toujours besoin de quelques explications complémentaires. Et nous avons profité, en fait, avec Christophe, lors de la préparation, de la sortie l'été dernier, je crois, hein, mais Aurélia nous le rappellera, d'un des guides dont le FOD a le secret, donc qui est consacré justement à la structure des coûts d'une formation multimodale. Donc, on a le plaisir d'accueillir cet après-midi pour nous présenter ce guide et autour duquel on va pouvoir échanger avec vous, répondre à des questions. On va pouvoir également peut-être s'interroger sur des éléments complémentaires qui pourraient être le prolongement en fait de ce guide. Il y a peut-être très certainement même encore des besoins pour permettre à tout à chacun, que ce soit les acheteurs, que ce soit les organismes de formation, d'améliorer leur connaissance des coûts et la présentation aussi de ces coûts, parce que c'est, je crois, le double objectif. Donc, avec nous, Aurélia Bollet, déléguée générale du FOD, ainsi que Sarah de la Morandière, donc, qui est un centre info. Voilà. Et puis Christophe Jourdain de la région Normandie, que je ne présente plus, et qui est d'habitude, il est dans les animateurs, mais vous voyez que dans ma diapo, il a monté d'un cran, non pas qu'il a gradé, c'est parce que il a été, lui également, l'un des rédacteurs de ce guide, hein. Donc, il a participé à la rédaction. Donc, il nous expliquera également sur quel regard il a apporté et quelles ont été parmi les différentes choses que nous allons voir, les contributions donc à ce guide. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à utiliser le chat si vous avez des messages. Et puis, peut-être Christophe, un petit mot de complément, puisque j'ai fait la présentation de tout le monde, mais peut-être resituer aussi le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui dans les intérêts, les usages, de ce que peut représenter un tel document et un tel webinaire comme aujourd'hui, pour à la fois le commanditaire qui est la région Normandie et les organismes de formation normands. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'entends en écho. J'ai donc, en fait, on était très heureux, nous, en tant que région, de pouvoir participer à cette élaboration du guide parce que c'est vrai que c'est important d'apporter, je dirais, un petit peu notre vision des choses en tant qu'acheteur de formation, mais aussi se confronter aujourd'hui à la réalité à la fois des OPCO, des organismes de formation et de se reposer à un moment donné la question de ces coûts d'une formation multimodale. Donc c'est comme vous allez le voir finalement, c'est un guide qui peut servir, qui a intérêt en fait à servir, je dirais, différents acteurs. Voilà, et puis je pense on va le dérouler, ça va être plus simple finalement d'en parler de cette manière. Alors, je vais me tourner vers Aurélia Bollet. Donc, Aurélia, tu vas peut-être nous dire un petit mot du FOD quand même, qu'on sache qui est le FOD et surtout pourquoi le FOD a relancé, parce que il y avait eu de premières réflexions il y a quelques années, mais vraiment la raison d'être de ce guide à l'échelle de l'association qu'est le FOD et dans quel but? Bonjour, merci Jean-Luc de me donner la parole pour effectivement faire l'introduction autour de ce nouveau et dernier livrable qui a été livré effectivement en septembre. Alors avec Sarah, on se demandait si tu avais raison de parler encore de l'été, puisqu'on était déjà un petit peu rentré dans le vif de la rentrée et presque de l'automne. Voilà, on a eu un débat sémantique, mais qu'on a vite clos. Donc, sur le FOD, effectivement, peut-être vous rappeler qui on est très rapidement. Donc aujourd'hui, le FOD, c'est le Forum des acteurs de la formation digitale. On est à peu près une 200 structures qui sont adhérentes avec une forte augmentation sur l'année 2020-2021.
qui s'explique beaucoup par la crise sanitaire et puis l'accélération dans le développement des pratiques multimodales. Donc au FOD, vous retrouverez aujourd'hui deux types en fait un peu d'adhérents, deux profils types, si je puis me permettre de parler comme ça, avec des experts qui sont par exemple Sarah Lamorandière vous présentera une partie du guide, Jean-Luc Pévrier également qui anime ces cycles de webinaires pour Communautique en font partie, sont deux administrateurs. Donc une communauté d'experts, de gens qui connaissent bien ce domaine, qui en sont des praticiens. Et puis à côté, des nouveaux entrants, des gens qui veulent venir se frotter à la multimodalité et mieux comprendre comment on la met en place. Donc voilà, on retrouve ces deux types de communautés. L'originalité de l'association, c'est quand même de réunir en son sein des structures très variées qui représentent l'écosystème au sens large de la formation. On trouve aussi bien des entreprises de conseil que des organismes de formation, que des financeurs, que des fédérations. Donc vous voyez, c'est assez large. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors on y fait effectivement des livrables, mais pas que. On délivre une expertise sous la forme de livres blancs, de rencontres annuelles, quand on peut les faire, quand ça ne pose pas de problème, effectivement, des guides de bonnes pratiques, et puis on développe aussi une petite offre de services autour de masterclass pour accompagner dans ces cas-là, des plus petits groupes à se professionnaliser, des organismes de formation à se professionnaliser sur le domaine, sur le champ du multimodal. Donc vous y trouvez au sein du FOD un raison d'échange, de veille, d'échange sur les pratiques, et puis aussi d'une veille aussi très aussi portée sur le réglementaire et du coup le cadre réglementaire de la formation à distance. Donc je vous invite à venir par exemple vous inscrire à la lettre d'information pour suivre un petit peu mieux nos actualités, voire même plus à adhérer si vous le souhaitez. Voilà pour qui on est. Alors, ce livrable, pourquoi ce livrable? C'est livrable, l'idée de travailler, de monter un groupe de travail est arrivée avec la crise sanitaire, puisque on a eu beaucoup d'organismes de formation qui sont venus nous voir pour nous demander comment faire pour accélérer leur mutation, leur transition numérique. Et donc, se sont très vite posé la question des coûts d'investissement, coût de fonctionnement, comment ça va impacter leur modèle économique. Ils avaient besoin du coup d'avoir vraiment une idée un peu plus précise, effectivement, de l'angle économique et en termes de budget, ce que ça allait leur coûter. Donc ça, c'était une des premières démarches faites par les organismes de formation. Et puis, on a eu aussi également des prestataires, des financeurs de la formation qui nous ont dit, voilà, en crise sanitaire, on se retrouve avec des offres qui arrivent de prestataires qui se sont du coup positionnés au nom de la continuité pédagogique sur des dispositifs 100% distanciels. Et nous, on a besoin de points de repère pour pouvoir comparer les différentes offres et évaluer leurs tarifs. Donc, on s'est retrouvé avec cette double injonction. Et on a monté donc du coup un groupe de travail autour de ça, auquel a participé Christophe Jourdain pour la région Normandie, côté financeur, et également beaucoup d'autres personnes, donc Sarah Lamorandière, par exemple, qui était au CAFOC de Versailles, maintenant à Centre Info, côté organisme de formation. On a eu également, en tant que financeur, l'OPCO EP, qui est venu aussi travailler sur ce guide, et puis plusieurs autres organismes de formation comme IFOCOP. Je ne peux pas les citer tous, mais vous les retrouverez dans le guide qui est téléchargeable gratuitement sur le site du FOD, donc n'hésitez pas. Donc ça, c'était déjà les deux objectifs principaux, les deux demandes principales qui nous étaient venues. Donc, on a conçu ce guide, on a commencé à travailler avec un petit groupe de travail sur ce guide et on s'est aperçu très vite qu'il fallait déjà faire une première étape. Et la première étape a consisté vraiment en essayant de déblayer, de défricher ce qu'on entendait par dispositif multimodal et se mettre d'accord sur un lexique commun. Donc, ça a été vraiment notre première étape avant de commencer véritablement à interroger la problématique des coûts.
Donc voilà pour le guide qui est également conçu comme un outil de dialogue. On a voulu évidemment donner des points de repère et aux prestataires de formation et aux financeurs, mais pour effectivement se donner les moyens de pouvoir échanger et négocier. Et pour nous, le FOD, ce guide a permis aussi de compléter beaucoup ce qu'on pouvait déjà apporter par ailleurs au niveau de l'outillage avec notre guide LMS annuel autour des plateformes que vous connaissez peut-être et qui est d'ailleurs largement piloté par Jean-Luc, ici présent. Et puis d'autres livres blancs autour des tendances développés par l'Observatoire de Digital Learning du FOD, et puis sur les aspects réglementaires, qui est un de nos points forts, avec un guide qui fait référence et que je vous conseille autour de comment prouver la réalité de l'action de formation. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant les travaux du FOD qui ont abouti à ce guide. Ok, merci, merci Aurélia. Alors, du coup, j'imagine que quand vous avez commencé la rédaction de ce guide, vous vous êtes aussi posé la question, ou alors d'autres vous l'ont posé, sur ces questions de coût et notamment les idées reçues. Alors bien sûr, on sait tous qu'il y a des idées reçues sur la formation multimodale, mais il y a un certain nombre d'idées reçues également sur les coûts de la formation multimodale. Et donc, moi, j'en ai retenu trois pour laquelle, alors là, je vais vous demander exceptionnellement, parce que depuis tout à l'heure, je cherche un outil où on lève la main sur WebEx, mais je ne le trouve pas. Alors, à moins que en tant qu'animateur, je ne l'ai pas. Je ne peux pas me lever la main à moi-même, c'est peut-être ça. Sinon, bah, on va le faire avec la bonne vieille méthode, si vous avez vos webcams, ou en mettant un petit message dans le chat. Est-ce que si oui, si vous pensez oui, que le distanciel c'est moins cher, je vous invite à écrire oui ou à lever la main pour dire que oui. Le distanciel c'est moins cher. Voilà, je l'affirme haut et fort, le distanciel c'est moins cher. Ah, on voit que les mains ça marche. À l'apprentissage, on lève apprentissage Oui, réussi. c'est ça. Vous avez des petites icônes en bas à droite Bon, où il y a voilà, moi je marqué les ai pas, réaction donc et vous on peut les avez, c'est mettre. parfait. Ah, tu les as peut-être pas. D'accord. Ok. Donc, bon, bah, voilà, première idée reçue malgré tout. Et donc, on verra tout à l'heure si effectivement ça se confirme. Deuxième idée reçue, la multimodalité nécessite de lourds investissements en amont. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que effectivement la multimodalité nécessite systématiquement, qui aurait un caractère quasi systématique et obligatoire de faire de lourds investissements en amont? On me dit non, je vois un non dans le chat, là à l'instant. L'organisateur, pas d'accord non plus, au niveau de Christophe. Bon, donc a priori, cette idée reçue ne fait pas l'unanimité chez vous. On va essayer de l'expliquer de rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure. Et la troisième, bah, c'est qu'inversement, ou peut-être justement son corollaire, ça serait que la multimodalité, ça permet à coup sûr de réduire les coûts de fonctionnement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée reçue, comme quoi, effectivement, on réduirait à tous les coûts de fonctionnement, ce qui serait, dans les organismes de formation, quelquefois bien intéressant. Bon, je vois que du côté de la DAN, on n'est pas tout à fait d'accord avec non plus cette proposition. Guillaume non plus, je vois, hein, voilà. Donc, et du côté de l'apprentissage chez Annabelle, on n'est pas complètement persuadé de tout ça. Voilà, donc là, vous avez une idée reçue, tout du moins un avis sur cette idée reçue. Et bien, du coup, on va essayer de voir pourquoi, parce que c'est le travail qu'ont fait tous nos amis ici présents et les autres qui ont participé, de voir pourquoi justement, ben, c'est pas si simple que ça et c'est pas si aussi binaire justement que c'est cher, c'est pas cher, ça coûte en amont ou ça coûte moins pendant. Alors, il y a le premier travail qui a été fait, et ce qui est intéressant parce que c'est relativement simple finalement à comprendre, puisque pour un organisme de formation, on a souvent tendance à distinguer en fait le processus en trois grandes parties. Ce que l'on fait en amont de la formation, tout le travail d'ingénierie, et vous le voyez que ce soit de l'ingénierie, voilà, je vais retrouver mon pointeur, de l'ingénierie de formation ou de l'ingénierie pédagogique. On a effectivement tout un ensemble de coûts, et c'est là que quelquefois on a
peut-être certains ont cru voir de lourds investissements systématiques en amont de la formation, parce qu'effectivement, il y a du travail d'ingénierie. Il peut y avoir bien évidemment du travail, certainement même de conception de ressources numériques, on verra tout à l'heure. Et puis, ce que l'on voit surtout, c'est qu'en fonction des choix qui peuvent être faits en matière d'ingénierie de formation ou d'ingénierie pédagogique, eh bien, ça va avoir effectivement des incidences, par exemple sur le degré de personnalisation, individuelle ou collectif. On verra que ces choix en matière d'ingénierie ont des incidences effectivement sur les coûts de la formation. Alors ensuite, on a bien évidemment les coûts pendant la formation, hein, pendant, je dirais longtemps, dans des formations dites traditionnelles, on s'est souvent intéressé qu'au coût de la production de la formation, ben voilà, le coût d'un animateur, d'une salle. Ben, il y a tout un ensemble de coûts aussi pendant la formation multimodale, et notamment pendant de la formation à distance, qui relève à la fois du suivi, des formes d'assistance que l'on peut proposer et des formes d'accompagnement. Et donc les niveaux d'interactivité, de diversité des activités, des lieux, de la posture du formateur sont autant de variables supplémentaires qui vont une fois de plus jouer sur ces coûts, mais pendant cette étape, si ce n'est bien sûr importante, du déroulement de la formation. Et puis il y a des coûts après la formation. Ça ne s'arrête pas effectivement quand on ferme la porte de la salle ou quand on coupe le micro de sa classe virtuelle. Il y a des coûts dans toute formation, et notamment peut-être un peu plus aujourd'hui avec les contraintes, les obligations qui sont créées par la certification Calliope, mais pas que, puisque dans le monde de la formation à distance, on les connaît, ces contraintes, depuis déjà pas mal d'années, puisque dès la réforme de 2014, on avait des exigences réglementaires du législateur qui obligeaient, Aurélia l'évoquait tout à l'heure à travers le guide du FOD, puisque le FOD s'est senti obligé pour expliquer, pour aider les opérateurs à faire un guide pour justifier la réalité de la formation. Eh bien, c'est notamment ce qui va générer un certain nombre de tâches, un certain nombre de process supplémentaires qui sont nécessaires, qui sont indispensables à travers l'édition de documents, l'évaluation de la qualité, bien sûr, le suivi de l'apprenant. Là aussi, en fonction des choix que l'organisme de formation sera amené à faire en termes d'accompagnement post-formation, par exemple. D'ailleurs, si c'est un organisme de formation certifié Calliope ou pas, hein, on rappelle quand même que ce n'est pas une obligation, hein, on peut vivre, certains vivent sans, et certains continueront peut-être de le faire, avec les contraintes que ça opère, bien sûr. Mais donc, malgré tout, il y a un certain nombre de coûts, et en matière de multimodalité, eh bien, on va retrouver justement ces différents coûts. Vous voyez qu'il y a pas mal de variables qui vont venir et qui vont un petit peu complexifier. C'est sûrement la raison pour laquelle on a besoin de vous, Sarah, Christophe et Aurélia, maintenant pour nous expliquer tout ça. Alors, Sarah, dis-nous justement comment vous avez abordé, au-delà des grandes masses que je viens de présenter, le avant, pendant, après qu'on a rappelé là, comment est-ce qu'ensuite vous avez procédé pour arriver à nous permettre de lire ces coûts et nous permettre soit de les construire si on est un prestataire, ou de les comprendre si on est un acheteur de formation. Tout à fait. Alors, dans la suite de ce que tu viens de présenter, donc tu as présenté toutes les composantes d'une formation multimodale. Donc, une fois que nous avons fait ce premier travail d'identifier absolument tous les éléments de façon assez détaillée, nous nous sommes intéressés dans la suite logique, nous sommes intéressés à identifier tous les postes de coût d'un projet de formation multimodale. Donc là, vous avez un petit extrait du début de cette partie, hein, que vous trouverez dans le guide. Donc, nous avons travaillé à identifier par thématique. Donc, sur cette première partie où il y a la synthèse des postes de coût, vous verrez que sont abordés l'hébergement, la maintenance et l'équipement, l'ingénierie, la conception et toutes les activités de mise à jour, l'animation de la formation, le suivi et les mises à jour, tout ce qui est gestion, administration et suivi administratif de la FOAD, l'assurance de l'organisme de formation, ainsi que le personnel de l'organisme de formation. Donc, on a fait un tour d'horizon qui se veut exhaustif.
Ensuite, nous avons classé, je vais dire comme ça, en termes de temporalité, donc toujours en cohérence avec ce que Jean-Luc a présenté, tout ce qui concerne le avant le démarrage de la formation, tout ce qui va se passer pendant la formation et tout ce qui se passera après, et également tout ce qui va être permanent, c'est-à-dire décorrélé du projet de formation en lui-même. C'est ce qui vous amène un code couleur, c'est ce qui va vous amener un code couleur. Donc on va se trouver avec quelque chose qui est permanent et qui a à voir avec le temps homme et qui va être plus ou moins prégnant selon les postes de coût à intégrer dans le coût global du projet. Vous allez avoir également tout ce qui concerne les coûts d'investissement. Vous retrouverez les explications dans le guide, mais je vous les donne quand même maintenant. Donc les coûts d'investissement, il s'agit là des dépenses structurantes pouvant être réparties sur plusieurs projets de formation multimodale. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Et les coûts de fonctionnement, il s'agit là des dépenses ponctuelles liées à une formation spécifique. Donc on a fait cette identification et ce classement-là. Et pour chaque catégorie, pour chaque champ en fait de coûts, vous avez dans cette première partie des intitulés, par exemple sur hébergement, maintenance et équipement, on a listé l'outil LMS, l'outil de classe virtuelle, un outil espace numérique de travail, outils pour création d'activités de ressources pédagogiques, équipement de l'équipe pédagogique, équipement des apprenants et hébergement des ressources pédagogiques. On a essayé de voir de façon exhaustive tous les cas de figure qui pouvaient se présenter. Ce qui ne veut pas dire que tous les projets de formation multimodale doivent forcément comporter l'ensemble. Mais en tout cas, voilà, on s'est attaché à identifier absolument l'ensemble de ces coûts et à aider à cette identification-là. Alors, ce qui est important aussi, c'est que l'ordre des champs, tel que vous allez les trouver dans le guide, ne suit absolument pas un ordre d'importance. D'accord? Donc, c'est vraiment en fonction du projet que vous allez monter, vous identifierez quels sont les critères du projet, les caractéristiques du projet et qu'est-ce qui n'en fait pas partie finalement. Donc ça, c'est une première partie sur les postes de coût. Et la partie suivante, donc si tu veux bien avancer, du coup je crois que c'est Jean-Luc qui a la manœuvre, merci. Dans la partie suivante, vous allez avoir pour chaque catégorie, vous allez avoir un tableau détaillé des postes de coût d'un projet de formation multimodale. Donc là, typiquement, sur la partie hébergement, maintenance et équipement, ce qui va concerner les outils, je vous ai mis une capture du début de ce tableau-là. Ce qui concerne les outils, ça peut concerner l'acquisition d'un LMS, donc pour hébergement et diffusion. Ça peut être des coûts de mise à jour éventuellement importants sur des formations web ou digitales par exemple. Ça peut être un coût du setup qui peut être élevé si la plateforme open source de type Moodle avec des paramétrages spécifiques et des développements supplémentaires s'il y a des demandes particulières. Et on a listé là aussi, donc il y a encore un certain nombre de points possibles. Et nous avons fait ça à chaque fois. Donc pour chaque ligne que vous avez par rapport à la diapo précédente, pour chaque ligne, vous allez retrouver un tableau avec le plus d'exemples possible et à chaque fois une catégorie investissement et une catégorie fonctionnement. Donc vous voyez que là, investissement, il s'agirait d'acquérir un LMS pour l'hébergement de ressources et la diffusion. Et dans le cas de fonctionnement, il s'agirait plutôt de la location d'un LMS par exemple. Et on va trouver comme ça tous les cas de figure possibles auxquels nous avons pu penser. Je précise ça parce qu'on a vraiment fait le tour à un certain nombre de tous les cas de figure rencontrés ou que nous avons pu imaginer. Peut-être qu'il en reste. Auquel cas, ça serait intéressant aussi de nous le faire savoir. Si jamais à la lecture du guide, vous voyez que nous avons omis des points, n'hésitez pas. Donc vous avez cette partie-là, hébergement, maintenance, équipement, et vous avez toutes les autres parties aussi qui sont épluchées. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous allez voir que ça permet de mettre sur le devant, ou en tout cas de pouvoir travailler par exemple en équipe pédagogique, et d'identifier certains coûts qui peuvent être des coûts cachés. Donc ça, c'est quelque chose aussi un point sur lequel nous avons beaucoup échangé. Donc, de façon assez classique, la représentation habituelle, c'est dans la mesure où il n'est pas nécessaire d'avoir toute la journée les apprenants dans une salle de formation avec le formateur qui se déplace, vu qu'il peut rester chez lui,
bon, ben, déjà, ça va coûter moins cher, voire même, ben, on va avoir beaucoup moins de choses à financer. Sauf que ce dont on s'est rendu compte et ce dont se sont rendus compte tous les organismes de formation et tous les formateurs, c'est que tout ce qui va concerner l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique pour une formation multimodale, eh bien, c'est un travail en fait à faire vraiment spécifiquement relativement à la modalité. C'est-à-dire tout ce qui a été prévu pour du présentiel, on ne peut pas le transposer en l'état à distance, par exemple. Donc ça veut dire que le travail d'ingénierie de formation, tout ce qui va concerner les temps, les lieux, les outils, le séquençage, il va falloir le repenser, le retravailler. Donc ça veut dire là, il va falloir des personnes avec les bonnes compétences pour les faire et pour pouvoir faire ces tâches-là. Il va falloir donc rémunérer ces personnes. Donc, indépendamment de l'animation de classes virtuelles, par exemple, ou de location de ressources interactives, ça va être des coûts supplémentaires. Et de la même façon, tout ce qui va concerner l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire, du coup, le scénario pédagogique, il est à retravailler également. Les activités, il va falloir les repenser, les retravailler, voire les médiatiser. Il va falloir prévoir une activité supplémentaire qui n'existe pas en présentiel et là qui est indispensable, c'est tout ce qui va concerner l'accompagnement à distance en fait. Donc voilà, on Sarah, liste comme ça énormément de points. Oui. une question sur ce point. Est-ce que en rentrant là, justement, tu es rentré dans un niveau assez détaillé d'explication hein, sur ces questions d'ingénierie. Est-ce que c'est parce que vous aviez le sentiment ou fait le constat que justement c'était, on va dire, des postes de dépenses qui étaient un petit peu oubliés par les prestataires? Alors, il y a quelques postes de dépenses, hein, vous allez voir à la lecture de ce guide, alors qui peuvent être oubliés, je dirais, par les prestataires, les organismes de formation, au moment où ils font la promotion de leur offre. Oui. C'est-à-dire que oui, on sait qu'on est obligé de le faire, ça génère généralement d'ailleurs beaucoup d'activités, mais ce ne sont pas forcément des points que l'on pense à mettre en avant, au moment de la présentation, par exemple, d'une offre. Et du coup, je dirais par un effet, d'écho ou en miroir, du côté des financeurs, bah, vu que ce ne sont pas des points mis en avant, pour eux, ça n'a rien de particulier. Ils n'ont aucune raison de connaître ces activités-là puisque justement, ce n'est pas leur métier, hein, ce sont des acheteurs, ce ne sont pas des organismes de formation. Et du coup, il n'y a aucune raison qu'ils posent des questions sur mais est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui viendraient faire augmenter le prix, par exemple? C'est certainement pas une question qui sera posée. Oui, parce Voilà. que le financeur et celles et ceux qui sont avec nous là aujourd'hui comprendront bien de quoi je parle. C'est que le financeur ou le commanditaire, il achète un coût horaire, un nombre Par de exemple. places Mmh. correspondant à un volume horaire. Ce qui se passe avant, j'ai envie de dire, c'était un peu le discours d'ailleurs qu'on entendait il y a encore quelques années. C'est pas le souci de l'acheteur, c'est à l'organisme de formation d'en faire son affaire et de noyer ça dans le prix. Par exemple, ça peut être un point de vue. Et du coup, l'intérêt aussi de ce guide pour les financeurs et les acheteurs, c'est de pouvoir avoir des éléments clairs et explicites et pour le coup triés, listés et vraiment identifiés, eh bien pour se rendre compte de ce que peut comporter une offre de formation et également de ce qu'elle ne comporterait pas, le cas échéant. Donc ça sert aux différents acteurs de l'écosystème. C'est vraiment tout l'intérêt. D'accord, alors moi je sais qu'il y a une question qui vient souvent, je ne sais pas si c'est toi qui vas nous répondre ou peut-être Christophe par la suite, qui est de dire, bon, bah, une fois qu'on a estimé les postes de coût, ça c'est bien, mais en fait ça coûte cher ou ça coûte pas cher? En fait, est-ce que dans ces postes de coût, on va être capable de dire, bah, ça c'est une petite dépense, ça c'est une dépense moyenne, ou ça, effectivement, il va falloir prévoir un budget conséquent sur ce champ-là. Comment on Alors, répond à c'est ça? là que je vais passer la parole à Christophe. Ah, c'est Et Christophe qui va répondre. je tiens à dire que toutes les parties ont été élaborées en concertation collective. Donc, il n'y a pas la partie des organismes de formation et la partie des financeurs, mais on est bien sur différentes parties qui sont, comment dire, communes et construites en commun entre organismes de formation et financeurs notamment. Donc, je passe la parole à Christophe.
Alors, Christophe, du coup, moi je te repose la question. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de se dire sur chaque poste de coût tel que Sarah nous les a présentés, ben, c'est un poste important, moyen ou minime, mineur, dont on peut, à la limite, sur lequel on peut faire une erreur, j'ai envie de dire. Alors, dire sur tous, je ne sais pas, peut-être pas exactement, mais en tout cas, nous, on a réussi à en déterminer 13, 13 indicateurs qui permettent de dire finalement, quand je vais acheter une formation, hein, je vais, ou quand je vais aussi évaluer finalement une formation qui m'est proposée, un service formation qui m'est proposé, je vais pouvoir évaluer en fonction voilà, de ces 13 critères, mais sur une échelle qualitative et que l'on a estimé aller de 1 à 3. Voilà, en se disant, mais finalement, on parle parfois, alors je vais donner quelques critères après, mais on parle d'individualisation, mais qu'est-ce qu'on met exactement derrière la question de l'individualisation? On parle de ressources pédagogiques en ligne, mais qu'est-ce qu'on met exactement dedans? Et c'est là, finalement, on rentre un petit peu plus dans le détail. Alors, c'est vrai on a vu ça à la fois en se disant, bah, finalement, ce qui coûte peut-être le moins cher, ce serait sur ce qu'on appellerait une formation standard, hein, voilà, c'est sûr que si plus on a des bénéficiaires autonomes avec des ressources pédagogiques standards, c'est-à-dire des ressources pédagogiques qui existent, qui sont déjà sur le marché, qui ont été largement répandues et du coup qui ne coûtent pas très cher aujourd'hui et sur des compétences courantes, bah, on est sûr que voilà, on peut se dire finalement ce que je vais acheter, quand je vais acheter cela, je vais m'attendre peut-être à un prix ou un coût qui va être moins important que si je demande vraiment une formation qui est ultra sur mesure, avec un accompagnement personnalisé du bénéficiaire, avec des ressources pédagogiques spécifiques qui n'existent pas, qu'il va falloir créer exprès pour la formation, et puis et éventuellement sur une expertise pointue et rare. Et attention, hein, on n'a pas fait de ce qui arrive parfois, on n'a pas fait de différenciation, pardon, entre, je dirais, le côté expertise pointue et rare et le niveau de formation, hein. On est bien, quel que soit le niveau de formation, s'il s'agit de quelque chose sur lesquels il y a besoin d'accompagnement spécifique, etc., on peut aller sur de la formation sur mesure et du coup, qui va coûter plus cher que de la formation, on va dire, entre guillemets standard, hein. Voilà. Donc, ce qu'on peut peut-être voir, alors cette grille, alors c'est vrai qu'on l'a pensé à la fois côté acheteur de formation, hein, mais aussi côté organisme de formation, c'est aussi une bonne manière de se dire, mais finalement, ce que je suis en train de monter ou ce que j'ai moi je dirais ce que j'ai à proposer finalement comme type de formation, où est-ce que je peux m'évaluer sur cette grille de coûts ou comment est-ce que je peux la vendre demain, et puis aussi qu'est-ce que je peux faire évoluer éventuellement en fonction d'un cahier des charges qui m'est alloué. Et dernière chose, puisque je parle de cahier des charges, ça peut être aussi un outil qui nous permet en tant qu'acheteur de dire tiens, je vais m'appuyer sur cette grille pour aussi pour réaliser mon cahier des charges. D'accord. Peut-être. Donc, on a bien retenu que c'est pas l'objet de la formation qui va déterminer le coût, ni le public, ni Alors, la matière. Il y a d'autres facteurs voilà, qui rentrent en compte et des choix. il y a ces facteurs-là. Si on s'est dit, si aujourd'hui on a envie de former des personnes sur des notions liées à la donnée, à la data, qui sont des choses qui sont émergentes, etc., surtout dans le domaine de la formation, il est fort probable qu'on ait besoin de créer finalement des ressources qui n'existent pas encore. Peut-être d'aller même chercher des experts qui sont aujourd'hui sont à compter sur les doigts d'une main et qui vont nous coûter fort cher. Et peut-être que dans 10 ans, on dira, bah, ça c'est devenu du standard, hein, euh, voilà, comme un petit peu tout ce qui se passe. Et puis c'est pareil en termes voilà, en termes de bénéficiaires, en fonction aussi j'ai envie de dire, de la pluralité des bénéficiaires que je peux avoir, de leur niveau d'autonomie, etc., etc. D'accord. On regarde un petit peu dans le détail. Oui, On prend quelques exemples, comme voilà, on Sarah prend l'a quelques fait tout à exemples. l'heure, en faisant un petit zoom sur Voilà. certains niveaux de prestation, justement, et quelques postes de dépenses.
Voilà, donc en fait, on a, par exemple, on a travaillé sur le niveau de médiatisation des ressources, un poste ou un indicateur qui pourrait dire que finalement, je peux évaluer que ma formation ou mes ressources sont plus ou moins élaborées entre des ressources pédagogiques qui reposent sur des textes, des images figées, du son, où l'apprenant il lit, écoute, regarde, les activités pédagogiques ne sont pas interactives, et aller jusqu'à, alors je ne vais pas tout lire, vous aurez largement le temps de le faire, mais jusqu'à des ressources pédagogiques qui sont très médiatisées, qui sont interactives, des visionnages en 3D, les ressources pédagogiques sont ponctuées de quiz formatifs, d'explications diverses, il peut y avoir une mascotte qui joue un rôle de complice, etc. C'est-à-dire que ce sont des choses que l'on voit aujourd'hui qui sont certainement d'un niveau 3, dont on n'a pas, c'est toujours pareil, dont on n'a pas toujours besoin, mais qui, quand on les a, peuvent être vraiment, je dirais, qualitativement importantes. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors, encore une fois, je reviens sur le fait que ça n'est pas, il ne faut pas se dire que c'est une obligation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des types de formations où ça ne se demande pas. Il n'y a absolument pas besoin finalement d'avoir ce type de ressources, hein. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez évaluer en tant qu'acheteur ou en tant qu'OF, je dirais, une qualité de formation, il y a parfois des critères qui ne seront pas pris en compte en se disant, mais finalement, ça n'est pas la peine d'avoir ce type de ressources pédagogiques aussi élaborées finalement par rapport à un contenu, par rapport au contenu, par rapport à ce que l'on souhaite. Peut-être que c'est l'animation qui va prendre le pas, et justement, peut-être que là, je vais me dire, tiens, une animation, j'ai envie de dire, de base, ça va être, ça va être quelqu'un qui à distance, un formateur qui à distance est capable de partager un écran, d'animer une classe virtuelle. Après, ce qu'on est en train de faire là, ce que je dirais un petit peu en mode 1, si vous voulez, de niveau 1, on pourrait imaginer aussi de travailler en mode collaboratif sur des espaces dédiés, comme Mural, Klaxoon, etc., où on aurait vraiment une collaboration. Et puis, on aurait aussi un troisième mode qui serait un formateur, formatrice ou plusieurs formateurs, justement, qui seraient capables d'animer avec des méthodes très créatives de collaboration à distance, avec des situations aussi de comodalité, ce qu'on a vu beaucoup finalement pendant la pandémie, c'est-à-dire avoir des personnes qui sont en présence et des personnes qui sont à distance. Voilà, création en direct des espaces web et de templates nécessaires, etc. Et ça, on a passé beaucoup de temps à se poser des questions là-dessus parce qu'on s'est dit, mais finalement, c'est en train d'arriver dans le panorama, donc il faut les mettre. Voilà. C'est-à-dire peut-être qu'il y a 2 ans, finalement, ce qu'on a mis en basique, on l'aurait mis en niveau 2 ou en niveau 3. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. Il faut se dire, attention, la formation et les modalités et les services de formation sont en train d'évoluer à vitesse grand V. Et du coup, ce qu'on considérait comme un niveau 2, niveau 3 est aujourd'hui un niveau 1 parce que finalement, eh bien, on trouve de plus en plus d'animations, j'ai envie de dire, riches, voilà, d'une grande richesse. J'essaie de me mettre à la place de l'acheteur, ce qui veut dire que derrière le prix, il va falloir de plus en plus comprendre finalement quelles sont les modalités pédagogiques, quels sont les types de ressources, quels sont on va dire, véritablement être en capacité, si on peut si on a l'accès à la formation, de voir un petit peu cette formation au-delà du programme et au-delà simplement de l'annonce, de dire elle est digitale, par exemple, pour caricaturer à peine. Ça va devenir un peu plus compliqué peut-être pour analyser, Un peu non? plus compliqué, mais aussi ça donne des arguments, je dirais, de part et d'autre pour expliquer pourquoi finalement ce que je vends moi enfin, soyons clairs, est plus cher que ce qui est vendu à côté, et finalement sur quoi parfois l'acheteur est prêt à dégrader finalement son acquisition, disant ok, ça, on peut vous le faire moins cher, mais vous n'aurez pas ce niveau d'animation, etc., etc. C'est une manière finalement, on rentre, on zoome de plus en plus finalement sur chacun des items. Avant, on était capable de dire oui, on peut animer à distance. Maintenant, on va dire mais qu'est-ce que vous appelez par animer à distance? Il y a une époque, on disait oui, on individualise, mais qu'est-ce que vous mettez exactement dans l'individualisation? Quel est le niveau d'individualisation? Et qu'on soit vraiment conscient, et que l'acheteur aussi soit conscient de voilà, ce qu'il achète et ce qu'il n'achète pas. Et peut-être qu'il fasse lui aussi, qu'il sache aussi poser les bonnes questions, je dirais, aux interlocuteurs qu'il a en face de lui.
et que l'interlocuteur aussi se pose les bonnes questions en se disant, tiens, quand je crée cette nouvelle formation, finalement, à quel niveau je peux la créer et quels vont être mes acheteurs en face, quels vont être mes apprenants, etc., etc. Donc, si je comprends bien, des acheteurs qui vont être mieux armés pour comprendre ce qu'on leur propose et indirectement, du coup, un niveau d'exigence qui va nécessiter de la part des prestataires de ne plus simplement se réfugier derrière une jolie formation innovante, une jolie plaquette, mais il va falloir être en capacité de prouver ce qu'on a mis dans sa formation et tout l'intérêt, effectivement, et de justifier le prix qui est proposé. C'est bien ça? C'est ça. Et je rebondis vraiment sur ce que disait Aurélie au début, qui correspondait finalement à la demande des prestataires qui sont venus voir le FOD en disant on n'y comprend plus rien, qui propose quoi, qu'est-ce qu'il faut proposer, comment est-ce qu'on est capable d'évaluer une formation, c'est quoi une bonne, une pas bonne, etc. Et voilà, donc je pense qu'on va finalement vers oui, vers un zoom, vers un focus de plus en plus important sur des indicateurs, sachant qu'encore une fois, sur les 13 indicateurs que l'on a trouvés, enfin en tout cas sur lesquels on s'est mis d'accord, parce on en avait d'autres, mais on s'est dit non, il faut à un moment donné, il n'y avait plus de consensus sur les autres, se dire mais finalement, moi dans ce que j'achète ou dans ce que je vends aujourd'hui, je n'ai pas accès à tous les indicateurs. Voilà, parce que finalement, il y a des indicateurs qui n'ont pas d'importance pour la formation que je propose ou la formation que j'achète. Voilà, donc après, il y a d'autres postes, hein, d'autres indicateurs comme l'individualisation des parcours. Alors, j'ai pris des choses un petit peu plus classiques, hein. On va dire, au niveau 1, ben, je fais un positionnement qui permet d'alléger ou approfondir le parcours, mais globalement, tous les apprenants auront la même durée de formation. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que finalement, la formation que je propose, elle fasse toujours à peu près 800 heures, et puis je rajouterai quelques modules complémentaires à ceux qui vont plus vite, etc., s'ils en ont besoin. Par contre, on peut aller jusqu'à la prestation de niveau 3. On a vraiment un positionnement qui permet d'établir un parcours complètement personnalisé. La durée, l'ordre des modules et le tutorat sont adaptés aux besoins de l'apprenant. Et ça, l'acheteur doit comprendre que s'il souhaite ça, ben, c'est évident qu'il va le payer plus cher. Voilà. Mais c'est peut-être pas, encore une fois, c'est peut-être pas ce qui est le plus important pour lui à ce moment-là. Voilà, on a la propriété des ressources, hein, aussi pédagogique. Est-ce que je veux moi en tant qu'acheteur en être locataire ou propriétaire? Certainement, parce qu'il y avait cette question notamment des OPCO qui parfois souhaitent être propriétaires des ressources en fait qui vont mettre à disposition, et on disait bah, évidemment ça va vous coûter plus cher en amont, hein, voilà. Mais aussi des outils. Alors, vous voyez, ça, typiquement, les outils proposés par l'organisme, ce sont des indicateurs auxquels on n'aurait peut-être pas pensé il y a 2 ou 3 ans, mais qui sont apparus avec la pandémie. C'est-à-dire, qu'est-ce que, en tant qu'organisme de formation, je mets à disposition comme outil à mes apprenants aujourd'hui, à ceux qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de smartphone, etc. Donc peut-être que le niveau 1, il faut qu'au minima, je puisse proposer à quelqu'un d'accéder à des tiers-lieux, des espaces publics numériques, des points d'accès à la téléformation, etc. Là, en deuxième, peut-être que je vais mettre à disposition des clés 4G, et puis on peut aller jusqu'au niveau 3, qui est de la mise à disposition d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes en prêt et en maintenance auprès de mes apprenants. Voilà. Et ça peut être une exigence aujourd'hui encore une fois, je dirais des acheteurs de formation. Très bien. Eh bien, on va passer la parole, on va laisser un petit peu de temps. On a un petit peu de temps, donc c'est bien. J'espère qu'on va avoir plein d'échanges. Et pendant qu'on va avoir ce temps d'échange, je me permets de rappeler quand même les coordonnées alors d'Aurélia d'une part, mais du FOD en général, puisque ça sera à la fois pour trouver le guide, et vous le trouverez facilement. Et puis, si vous voulez rentrer en contact avec le FOD, bien sûr, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent ici. J'imagine qu'il y a des questions complémentaires, des interrogations, des remarques parmi les personnes qui sont avec nous là, cet après-midi. Alors peut-être avant les questions, j'en profite aussi, j'en profite aussi pour dire que ça reste en fait un guide qui est, comme vous le disiez, Sarah et Aurélia, qui est un guide en fait qui prend en compte la totalité des personnes qui étaient là, mais du coup qui est consensuel. Ça veut dire il y a des choses parfois qui étaient un petit peu extrêmes sur lesquelles on n'est pas allé. Notamment, voilà, on a parlé technologie, on a peu parlé finalement dans les ressources de technologie, de réalité virtuelle augmentée, etc. En disant, on n'est peut-être pas encore,
on n'est peut-être pas encore suffisamment, ou en tout cas voilà, on n'est pas suffisamment, je dirais, avancé pour dire qu'en France, puisque là on était dans le cas du FOD en France, hein, se dire finalement on va peut-être pas aller jusque-là en termes en termes de ressources. Euh, voilà ce que je voulais ajouter, hein. Et puis en disant, bah, c'est toujours aussi quelque chose qui est donc on s'est mis d'accord sur 13 grands critères, hein, mais peut-être que vous allez en trouver d'autres et sur lesquels vous allez avoir envie de travailler par la suite et finalement que cette grille est une grille enrichie de ce que l'on avait déjà pensé nous en Normandie il y a quelques années et qui a permis finalement de se reposer la question. Nous avions à l'époque 5 ou 6 critères, on en est à 13 aujourd'hui et je vous dis, il y a des choses qui apparaissent aussi au fur et à mesure où nous vivons et nous vivons des expériences. Oui, une autre chose aussi, excusez-moi, je monopolise la parole. On s'est beaucoup posé la question aussi, alors je pense que ce sont dans les coûts de fonctionnement, etc., des compétences des formateurs et des équipes, hein, voilà. Donc, alors, sachant qu'il y avait tout à l'heure, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu les choses du début. Les idées reçues du début en disant est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte pas cher, on n'était pas tous d'accord là-dessus, donc on a décidé de le mettre de côté. Mais en se disant finalement, est-ce que ça demande quand même d'une manière générale d'avoir une compétence étendue des équipes pédagogiques et des équipes d'organisation d'une manière générale, et que alors entre celles et ceux qui pensaient que de toute façon ça fait partie du plan de développement des compétences d'une entreprise d'être en permanence finalement à faire évoluer les compétences et notamment numériques des formateurs ou des équipes pédagogiques, et ceux qui disaient non, là il y a quelque chose de spécifique en ce moment, mais qu'on le considère comme spécifique ou comme sur une longue durée, de toute façon, il faut bien se dire que aujourd'hui, les compétences numériques font partie, je dirais, sont en filigrane, j'ai envie de dire, de l'ensemble des compétences dont on a besoin dans les organismes de formation. Et aujourd'hui, on voit bien aussi, pour avoir lu quelques études récemment, qu'on commence à voir apparaître des nouveaux métiers, même dans les organismes de formation, hein, sur celles et ceux qui vont travailler sur la data, qui vont être data analystes, ceux qui vont travailler sur le marketing poussé des organismes de formation, etc. Encore une fois, des métiers qui n'existaient pas, qui n'existaient pas aussi poussés hier et qui sont en train d'apparaître. Donc, ce seront peut-être aussi demain des critères qu'il faudra rentrer finalement et des nouveaux coûts de fonctionnement ou d'investissement qu'il faudra rentrer dans ces grilles. Sarah voulait apporter peut-être un complément. Je vais couper Alors oui, je voulais apporter un petit complément et après j'ai vu qu'il y avait une question, mais du coup elle sera pour Christophe dans le chat. Pardon Christophe de te la relayer, mais c'est sur les euros. Donc je voulais compléter par rapport à ce que vient de dire Christophe sur la professionnalisation et les compétences des équipes. On a quand même mis, vous trouverez en page 10 du guide, dans la catégorie personnelle de l'organisme de formation, sur la professionnalisation des équipes. On a mis en investissement la professionnalisation de l'équipe pédagogique sur les outils, les ressources de la FOAD, les spécificités de la FOAD, les preuves à fournir, en fait tout ce qui va être les fondamentaux de la FOAD, ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, cadre juridique et réglementaire. Et on a mis en fonctionnement tout ce qui est mise à jour des compétences de l'équipe pédagogique, puisqu'on est quand même dans une professionnalisation un peu permanente et continue qui s'installe vraiment dans la durée aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour compléter ça. Et après, il y a une petite question sur les euros, donc je laisse Christophe répondre. Oui, donc bien que vous ayez mis de côté le cher pas cher, est-ce qu'il y a derrière les symboles de 1 à 3 euros une fourchette de coût par apprenant? Non. Non, je me Voilà. doutais de ta réponse. C'était une question vénale, mais bon, j'ai bien Oui, compris que oui, vous aviez oui, oui. Et préféré puis ne pas aller là-dessus. alors, on va être clair, ça fait partie des choses dont on a beaucoup discuté. C'est impossible. C'est impossible. On ne se mettra jamais d'accord là-dessus. Ok. Dire que Ah, c'est ça, pour ça. voilà, voilà, on ne se mettra jamais d'accord pour dire est-ce que ça vaut 3, est-ce que ça vaut 2, est-ce que ça Ok. vaut 1. Voilà, d'abord, on sait bien que
la valeur des choses est aussi liée, je dirais parfois, au fait que est-ce que la formation, voilà, vous me demandez, je monte une nouvelle formation qui va me demander un gros investissement, est-ce que je vais la vendre d'ailleurs ou alors est-ce que c'est que pour vous? Ben, si c'est que pour vous et que vous la voulez en propriétaire, ce sera peut-être pas, et que vous voulez en plus un niveau de prestation 3, ça vous coûtera 10 fois plus cher que si j'étais capable de la vendre derrière. Voilà. Mais ça fait partie des éléments de négociation. Voilà. On a voulu donner des grandes masses, quoi. Voilà. Oui, Comme tu dis je si dirais bien, aussi, des éléments de guidance, comme tu dis si bien. depuis longtemps, si on prend que l'exemple des ressources numériques, hein, tout le monde s'est essayé, enfin beaucoup se sont essayés à construire des ABAC suivant, comme ça a été un peu indiqué, le niveau d'interactivité, de multimodalité, choses comme ça. Ça n'a de valeur qu'un certain temps, qu'à l'instant T, parce que les technologies évoluent, les modes de conception. Prenons le cas des serious games. Ben, les premiers serious games les auteurs sont partis de la feuille blanche et aujourd'hui on a des outils auteurs qui facilitent la création des serious games et permettent d'industrialiser en fait le process de conception de serious games. Donc les coûts de production ne sont plus du tout les mêmes. Et l'autre facteur que l'on constate sur le terrain et qu'a évoqué Christophe à l'instant en parlant de négociation, ben, c'est qu'aujourd'hui dans un marché qui est un marché, je ne vous apprends rien, qui est en forte croissance, mais marché en forte croissance dit forte croissance de nouveaux acteurs également. Et ces nouveaux acteurs, eh bien, ils doivent se faire une place. Ils ont des stratégies de prise de part de marché qui ne sont pas toutes les mêmes, mais qui, dans tous les cas, nécessitent d'acquérir de nouveaux clients. Et je dirais, il peut y avoir une bagarre sur les prix qui fait qu'à un moment donné, euh, parce que tel client, parce qu'il est important effectivement de remporter ce contrat-là, on va avoir des prix qui finalement ne seront pas forcément le reflet de tout ce que a été listé dans les postes de coûts. Ça pourrait donner l'impression effectivement que quelquefois ça coûte pas cher, alors que c'est une stratégie plutôt commerciale, marketing de positionnement. Donc voilà, on pourrait à l'inverse, on pourrait vouloir se dire, ah ben je ne vais pas aller vers tel type de produit parce que ça va coûter cher, mais peut-être que finalement j'aurai une opportunité pour mettre à disposition de mes apprenants des ressources que je n'avais pas envisagées au départ. Et ça peut être aussi vu comme nous qui sommes la région qui est acheteur de formation, se dire finalement on est souvent dans des achats contraints, hein, et du coup de se dire finalement qu'est-ce que dans un achat contraint, je sais que je vais être à peu près dans les mêmes prix d'achat que j'achète à l'OF1, l'OF2, l'OF3. Finalement, qu'est-ce qui différencie les uns et les autres, l'un de l'autre et du troisième, et sur quoi j'ai envie finalement sur quoi j'ai envie d'insister, quoi. Voilà, en disant je ne pourrais pas avoir tout, ou si j'ai tout, attention, il faut peut-être que je me pose la question de ce qui est vraiment dit sur le papier et de ce qui sera réalisé. Voilà, c'est aussi ça, de se dire finalement, quand je suis dans un système contraint, qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce qui va m'être proposé et quels sont les indicateurs sur lesquels j'ai envie d'aller, qui sont les plus importants pour moi. Je vais faire un petit peu de teasing là, du coup, puisque nous sommes donc un autre groupe de travail du FOD prépare actuellement la version 2022, l'édition 2022 du guide Choisir sa plateforme et son LMS. Et l'une des nouveautés, en nous inspirant bien sûr du travail qui a été fait, qui vient de vous être présenté, l'une des nouveautés, ça sera d'avoir aussi une grille d'analyse des coûts d'un LMS, d'un coût de possession, on va dire, hein, donc de l'acquisition à son exploitation. Et donc, quels sont les coûts à prendre en compte? Donc, on va descendre dans un niveau encore plus détaillé sur ce poste-là qui, bon, malgré tout, est un poste important. Tous sont importants, mais celui-là est souvent celui, je ne dirais pas qu'il est plus important que les autres, mais celui qui peut focaliser l'attention, quelquefois, de l'organisme de formation dans ses dépenses, dans ses investissements à faire, ou de l'acheteur, ou de la collectivité qui va accompagner, subventionner tel type d'équipement. Voilà, donc ça permet aussi. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit et du travail qu'on mène justement sur ce tableau des coûts, c'est que je pense que c'est très aidant aussi pour l'organisme de formation sur des choix
comptables, et qui dit des choix comptables sur des modèles économiques aussi, sur des questions de location, d'investissement, de faire soi-même, d'acheter, et donc avec des niveaux de coûts qui ne sont pas les mêmes, avec des incidences qui sont diverses également. Et donc en termes de modèles économiques pour des organismes de formation qui sont en train de se transformer, d'innover, de repenser leur modèle et de travailler sur c'est le terme de modernisation, justement, puisqu'on est tout un dispositif de modernisation des organismes de formation en Normandie, pour lequel la région accompagne. Bah, effectivement, la réflexion doit être prise en compte. Souvent, encore, la dimension financière et la dimension économique arrive après, une fois que les choix sont faits, alors que je pense que ça peut être très éclairant pour aider vers un certain nombre de choix stratégiques.